Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle OVNI UAP News. Alors aujourd'hui, une news assez conséquente puisqu'on a pas mal d'articles et de choses à dire par rapport à ce qui vient de se passer, par exemple, en France, concernant la réponse du gouvernement, mais bien sûr d'autres articles et puis bien sûr des initiatives. Et là, c'est intéressant aussi parce que il n'y a pas que les débats autour de questions de société, il y a aussi des débats et des avancées au niveau des initiatives. Et c'est aussi qu'il faut, il faut avancer, hein, parce que les débats c'est bien beau sur les réseaux sociaux, mais il faut aussi avancer du point de vue de la recherche, hein, et du point de vue de l'aide numérique. Voilà, alors on va quand même s'attarder sur ce qui s'est passé en France, tout de suite avec un article du Parisien. Alors, c'est suite, on va regarder tout de suite, c'est suite à ce retour concernant l'application Agora. Je pense que vous en avez entendu tous parler, forcément. Moi-même, d'ailleurs, j'ai commenté cette initiative et je l'avais commenté, excusez-moi, en amont. Parce que je connaissais la réponse du gouvernement sur cette question. Je la connaissais en amont. Pourquoi? Parce que je connais tout simplement l'attitude du gouvernement français, de ses politiques et des médias sur la question. Donc à partir de là, c'est vrai que j'avais été très ironique, voire un peu moqueur sur la question. Mais pourquoi? Parce que je savais tout simplement ce qu'ils allaient répondre. Et j'ai eu tout à fait raison, puisque il y a des personnes qui m'ont donné raison en me disant bah oui, en fait, tu avais tout à fait raison. On a cru un petit peu, si vous voulez, sans trivialité de ma part, on a cru un peu au Père Noël en disant oui, bah, ils vont répondre sérieusement. Bah non, pas du tout. Et bien sûr, on va avoir des réponses par rapport à ça. Et on va les regarder tout à l'heure concernant ces réponses. Et donc, un très bon article du Parisien. Et puis, bien sûr, un autre article sur The Medium de Thibaut Canuti que je trouve absolument excellent là dans cet article. Donc, on va regarder tout de suite un rapide en fait message concernant cette application Agora. Donc, c'était bonjour Léo, bonjour et merci aux 2500 argonautes et qui font que je vous réponds aujourd'hui à la question que vous nous avez posée sur les pans. Les pans, ce sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés à ne pas confondre avec les ovnis, qui n'en sont qu'une sous-catégorie. Ah bon, je savais pas qu'il y avait une sous-catégorie ovni et pan, ça n'existe pas. Hein. Donc, Léo, vous nous demandez pourquoi la France est en retard par rapport aux États-Unis du point de vue législatif, d'un point de vue de la transparence. Léo, je veux vous rassurer, on n'est pas en retard, on est en avance. Non, non, pas du tout. Je vais m'expliquer. Enfin, je vais m'expliquer pas très longuement parce je vous passerai juste rapidement ma vidéo justement sur ma réponse. Ce que les Américains ont voté, c'est la transparence sur ces déclarations de panne. Oui, mais alors ça, ils font de l'humour. En France, cette transparence, elle existe déjà. Vous avez le site du GEPAN. Donc, si vous vous rappelez, j'avais écrit sur X, j'avais écrit, vous allez voir, ils vont vous renvoyer vers le GEPAN. Et ben, ça a été effectivement ça. Et d'ailleurs, je pourrais vous faire voir les tweets que j'ai encore, en fait, en vous donnant en amont ce qu'ils allaient répondre. Hein. Et par contre, je n'aurais pas cru qu'ils soient aussi méprisants et ironiques que ça. On a à peu près 700 déclarations par an de ces pannes. C'est assez hallucinant, ça. Je ne sais pas qui a écrit ça. Sur ces 700, il y en a 97% qui sont très bien identifiés, ce qui est totalement faux, puisque quand vous verrez ma vidéo, je vous mettrai juste rapidement ma vidéo concernant ma réponse vis-à-vis du gouvernement français. Ça peut être un satellite, ça peut être un reflet de la Lune, ça peut être entre nous quelqu'un qui a bu un peu trop et qui a déclaré quelque chose qui n'existait pas. Alors on reviendra justement sur l'article de Thibaut Ganucci qui vient de sortir sur The Medium par rapport à ça. Donc lui, il a une réponse tout à fait excellente. Il y a 3% qui aujourd'hui ne sont pas identifiés. Ils le sont. Bon, en fait, il y a beaucoup de contradictions hein, dans la réponse. Ils le sont. Ils ne sont pas des ovnis. Alors, ils ne sont pas identifiés, mais ils ne sont pas des ovnis. Bon, d'accord. Alors donc, ils sont un peu comme la NASA. Ils savent ce que c'est un ovni et ce que ce n'est pas un ovni. Sachant qu'ils nous ont inventé en fait une sous-catégorie. J'ai pas compris. Il n'existe pas de sous-catégorie.
Donc, ils ne sont pas des martiens. Alors ça, c'est propos, bien sûr, sur le ton de la stigmatisation, forcément. Mais ce sont des phénomènes qui sont classifiés pour des raisons de défense nationale. Ah bon? Ah bon? Bah alors c'est quoi? Donc voilà, donc je vous rassure, on est totalement transparent. Oui, d'accord. Bah alors, ça a été vivement critiqué. On l'avait vu, ça fait presque un scandale sur les réseaux sociaux. Certains médias s'en sont emparés. Alors, on avait vu Libération, La Dépêche, L'Opinion. Bon, forcément, des articles absolument méprisants et stigmatisants. Et donc, il y a un article donc qui relève quand même le niveau. C'est bien sûr l'article donc du Parisien. Donc voici l'article du Parisien qui vient de sortir. Donc interpellé sur les ovnis, le gouvernement s'en mêle les pinceaux. Alors juste avant, voici la vidéo que j'avais faite auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Voilà, donc je m'adresse à monsieur. Cette vidéo, c'était la réponse au gouvernement français. Donc vous pouvez bien sûr la regarder, enfin l'écouter, ou la regarder comme vous voulez. Et puis c'est ma réponse en fait à monsieur le ministre Roland Lescure et monsieur le ministre Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Donc je m'explique moi par rapport aux données que j'ai, par rapport bien sûr à ma connaissance et aux éléments que l'on a en tant que matière, je précise bien. Donc voilà. Alors vous pouvez très bien donc l'écouter et vous verrez ce que j'en pense. Voilà. Du moins, je donne ma réponse justement à ces ministres sur cette question. Voilà. Donc on va revenir bien sûr à l'article du Parisien, donc interpellé sur les ovnis, le gouvernement s'en mêle les pinceaux. Bah ça, on vient de le voir hein, dans le message donc de l'application Agora. Dans une vidéo publiée sur la plateforme Agora, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a répondu à côté sur ce sujet. Bah, c'est plus qu'à côté. Très peu abordé par les politiques. C'est vrai qu'il est très peu abordé. Et d'ailleurs, c'est absolument regrettable. C'est ce que je dis dans ma réponse au gouvernement. C'est absolument pas regrettable. C'est totalement regrettable parce que du point de vue des recherches conceptuelles, analytiques ou technologiques, ça peut être intéressant hein, de s'intéresser à cette question des pans. Et puis sur d'autres aspects, hein, l'aspect société, etc. Et puis cette relation que je répète souvent, cette fameuse relation démocratique entre science et société. Donc contacter son cabinet fait son mea culpa. Alors c'est vrai qu'ils ont fait un peu leur mea culpa. Donc si les plus anciens se souviendront peut-être d'une prise de parole en 1974 du ministre de la Défense d'alors, Robert Galet. Il est rarissime qu'un membre de l'exécutif s'exprime publiquement sur les ovnis. Le gouvernement actuel, il y en a quelque sorte été contraint, bah oui, via cette application. Il y a 2 semaines, en effet, son porte-parole Olivier Véran a lancé une application mobile Agora, censée renforcer la démocratie directe. Ouais, on a vu. Des citoyens posent des questions et un membre du gouvernement répond à la plus populaire chaque mercredi à l'issue du Conseil des ministres. Après une première interpellation sur l'immigration, c'est le sujet des objets volants non identifiés, qui cette semaine est arrivé en tête du suffrage, avec plus de 2500 votes. Le dénommé Léo avait interrogé le gouvernement sur sa position quant aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, ce qui est tout à fait légitime. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Ce que moi, je critiquais, c'est en fait l'attitude des gens qui attendaient une réponse sérieuse. Et pas du tout la démarche, qui est une démarche citoyenne, de demander aux politiques des réponses sur la question. Je n'ai pas du tout... Certains ont cru que j'étais critique par rapport à ça, pas du tout. J'ai été critique par rapport à tous ceux qui rêvaient que le gouvernement vous donne une réponse sérieuse, et ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, je l'avais cité en amont, juste avant, bien sûr, quelques jours avant, donc la réponse du gouvernement. Voilà, donc dont acte. Hein. Donc le dénommé Léo avait interrogé le gouvernement
Donc, sur les mesures qu'il compte prendre pour rattraper son retard législatif sur les USA. Effectivement, depuis 2017, la sphère politique américaine s'est en effet emparée de cette thématique. La loi garantissant désormais une protection aux personnes qui transmettraient au Congrès des informations sur les PAN, y compris sur la récupération et l'analyse de matériel supposé. Bon, là, on connaît très bien le dossier puisqu'on le commente à chaque UAP News. Donc, une addition très hasardeuse. Alors ça, c'est vrai. Franchement, l'article du Parisien, ça fait du bien parce que par rapport au traitement qu'on a eu de Libération, dénigrement, stigmatisation, pourtant étonnant, hein, journal comme Libération, qui normalement lutte contre la stigmatisation des communautés, me semble-t-il, de toutes sortes de communautés. Il lutte pour l'égalité. Je ne vois pas en quoi il n'y aurait pas d'égalité pour les gens qui s'intéressent aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, à ceux qui les étudient et à ceux qui en sont témoins. Voilà, ça c'est la petite phrase pour Libération. Donc la stigmatisation, il faut pas en faire parce que c'est pas bien du tout. Hein, Libération. Donc voilà. Allez, assez étonnamment, c'est le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui s'y est collé. Cette question qui d'ailleurs nous ont fait beaucoup travailler sont des questions qui relèvent essentiellement de Bercy, a justifié mercredi Olivier Véran lors du compte-rendu du Conseil ministre. Beaucoup travaillé. Ah bon? Sûrement pas assez au regard de la vidéo publiée ensuite sur la plateforme Agora. Car Olivier Véran avait dit qu'ils avaient beaucoup travaillé. Non, ils n'ont rien fait. Et en plus, ils se sont même plantés. C'est du grand n'importe quoi. On l'a vu d'ailleurs, vous pouvez le voir d'ailleurs dans la vidéo que j'avais faite, donc par rapport même aux chiffres, au pourcentage du GIPAN, hein, concernant le pourcentage et la classification selon le type en fait de phénomène. Donc, car le ministre y enchaîne un certain nombre de contre-vérités. Ben voilà, donc signe qu'il abordait le sujet avec légèreté qui lui est souvent réservée. On a à peu près 700 déclarations par an de PAN. Sur ces 700, il y en a 97% qui sont clairement identifiés. Alors que Roland Lescure, le nombre de 700 signalements est cohérent avec le millier de contacts de l'année affichés sur son site par le GEPAN, le bureau de l'Agence spatiale française, le CNES, chargé de recenser et d'enquêter sur les témoignages d'OVNI. En revanche, selon les statistiques du même GEPAN, la proportion de phénomènes parfaitement identifiés n'est pas de 97%, mais de 24,5%. Et oui, pour parvenir à ces 97%, le cabinet de Roland Lescure a ajouté des cas probablement identifiés de 39,7 et non identifiés par manque de données 32,4. Bah oui, parce que c'est ce que j'explique justement dans ma vidéo, dans ma réponse au gouvernement. Les cas classés C restent non identifiés, mais par manque de données suffisantes. Ils ne peuvent pas rentrer dans les 97%, et ni les B d'ailleurs. En fait, c'est tout simplement les classifications de type A qui sont parfaitement identifiées. Ce qui est loin de signifier très clairement identifié. Ben oui, forcément. Donc très bon article. Hein. Le secret défense n'en était pas vraiment. La fin de la réponse de Roland Lescure est également très troublante. Il y a 3% qui aujourd'hui ne sont pas identifiés, puis sur le ton de la confidence, ils le sont. Bon, ils ne sont pas des ovnis, ils ne sont pas des martiens, mais ce sont des phénomènes qui sont classifiés pour des raisons de défense nationale, dit-il. Contacté, le cabinet de Roland Lescure dit faire référence au cas D du GIPAN, des phénomènes non identifiés malgré une enquête approfondie. Or, comme les autres témoignages, ils font l'objet d'une publication sur le site de GIPAN avec un lieu, une date, des éléments, de contexte. On est loin du secret d'État. Oui, enfin, on est loin du secret d'État, mais par contre, un petit bémol quand même aux Parisiens. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'on a les mêmes cas classés D et on n'en a plus eu pratiquement très peu, alors qu'il existe un bon nombre de cas qui n'ont pas été déclassifiés, qui appartiennent en fait soit à la direction des renseignements militaires, soit à d'autres services des renseignements. Ils sont toujours classifiés. On sait lesquels, et d'ailleurs, on le verra dans l'article de Thibaut Canuti. Au téléphone, le cabinet de Roland Lescure reconnaît son erreur. Bon, c'est bien de reconnaître son erreur. Admettant une confusion. Là, c'est plus qu'une confusion. Au moment de la préparation de la réponse du ministre, les KD ne sont pas classés secret défense. Oui, il y a une partie qui sont classés. Alors, les KD, non, ne sont pas classés défense du point de vue du GIPAN, mais il y a des cas classés qui ne sont pas déclassifiés et qui sont classés secret défense. Parce que là, c'est protégé en fait, dans cette attitude, c'est protéger en fait les services de renseignement militaire. En fait, tu es protégé en disant, non, vous voyez, nous sommes démocratiques,
nous mettons les cas classés D, donc il n'y a pas de problème, on n'a rien à cacher. Ah oui, il y a beaucoup de choses à cacher. Nous allons le voir dans l'autre article. Moi-même, dans mes dossiers, l'armée a des choses à cacher. Il y a encore beaucoup de cas actuellement classés secret défense qui font l'objet d'une surclassification parce qu'en fait, tout simplement, ils pourraient être tout simplement déclassifiés, anonymisés, remis au GIPAN, mais il semble que la DRM ne veut pas donner ces documents. Donc, ou d'autres services, bien sûr, des renseignements militaires. Donc, un ton un peu infantilisant et méprisant. Alors ça, c'est clair. L'équipe de Roland Lescure précise en outre que c'est en tant que ministre de tutelle du GIPAN que le ministre Lescure a été chargé de répondre. Quoique le CNES dépend aussi du ministère des Armées, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Selon nos informations, Bercy a sollicité des éléments auprès du GIPAN, mais seulement quelques heures avant la publication de la vidéo. Est-ce qu'on a perdu du temps en se refilant la patate chaude entre ministres, comme le suggère l'opinion ? Moi, je pense que oui. En fait, il y a eu la question, personne ne voulait s'y frotter. Alors, on peut en parler dans cette UAP News de l'attitude des médias, on pourra en parler directement dans un sujet bien spécifique, c'est-à-dire que aucun politique, et je l'ai écrit sur X, aucun politique veut s'y frotter. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur des médias. Et comme les médias sont dans une espèce de vulgarisation, une espèce d'humour ironique, une forme de stigmatisation en renvoyant le tout vers le côté des croyants, vers le côté sociologique, on en a déjà parlé plein de fois. Le problème, c'est que personne n'a voulu reprendre le dossier. Personne ne voulait prendre ce dossier parce que c'est trop sensible et puis qu'ils ont trop peur des médias. D'où le problème. Le problème, justement, ça c'est du point de vue académique et scientifique. Tant que du point de vue des institutions académiques, ce n'est pas pris au sérieux, le média ne prendra pas au sérieux et le politique aura peur de prendre la chose en main. Le jour que les institutions académiques et de recherche scientifique prennent véritablement les cas au sérieux et font de la recherche et mettent des moyens pour faire de la recherche, comme aux États-Unis, les médias changeront de ton, je l'ai déjà dit. Ils changeront de ton, et c'est en changeant de ton que le politique se sentira plus à l'aise avec cette question. En fait, il y a toujours ce rapport, ce problème démocratique aussi entre médias et société, puisque les médias ont tendance à stigmatiser ce fait. On l'a vu dans les différents articles, c'est toujours mis sous le thème de la croyance, sur le thème de la science-fiction, sur le thème même du complotisme, en passant par Libération, ou des trolls, encore pour Libération, décidément. Donc c'est vrai que, obligatoirement, ce n'est pas pris au sérieux. Et donc les politiques ne peuvent pas prendre ce sujet à bras le corps parce que ils ont tout simplement peur d'être mis en première page en disant tel ministre s'occupe des extraterrestres. Voilà, c'est un serpent qui se mord la queue tant que les institutions académiques n'ont pas pris le sujet véritablement comme une base de recherche officielle. Voilà. Donc l'opinion. En tout cas, ce qui ressemblait à une promesse d'Olivier Véran de répondre lui-même à la question la plus populaire sur Agora pendant le compte-rendu des conseils ministres, a tourné court. Contacté, les services de Matignon n'ont pas répondu à notre demande. Oui, c'est logique. Dans la communauté des ufologues, on s'est ému par ailleurs quand Roland Lescure déclare que certains témoignages pourraient provenir de personnes ayant bu un pot de trop. Interrogé, l'auteur de la question, Léo 30 ans, a été choqué par cet argument désuet que l'on sortait dans les années 60. Effectivement, c'est effectivement le traitement en fait après 1950, entre 60 et 70, il y a eu cette espèce de traitement en fait du point de vue des médias où c'était soit des canulars, soit c'était des histoires de ce qu'on appelle des histoires de comptoir, des histoires de bistrot. Ça a été mis sous l'angle aussi de la science-fiction, donc les gens voient des martiens. Après, ça a été mis sous l'angle de la croyance, c'est-à-dire en fait, il n'y a rien, mais vous êtes des croyants, voilà. Donc, si vous voulez, ça a été mis sur le ton de la légèreté, le ton de l'humour, etc. Donc, forcément, on avait l'impression, là, dans cette réponse, effectivement, d'être tourné en 1960. Donc, il estime que la réponse publiée sur Agora
avec son ton un peu infantilisant et méprisant, c'est vrai que c'était vraiment méprisant, concentre ce qu'il y a de pire dans le traitement du sujet. Mais oui, ils ont fait complètement n'importe quoi. Et pour revenir à cet article, ils ont fait complètement n'importe quoi. C'était pas cette manière qu'il fallait faire, sachant qu'il y a des scientifiques, et en plus de ça, c'est aussi presque insulter le GIPAN en fin de compte, parce que le GIPAN, je suppose qu'il fait un travail sérieux aujourd'hui, même s'il a très peu de moyens. C'est un organisme avec à peine 150 000 euros annuels, vous pouvez rien faire avec. Donc, il n'a pas des scientifiques. Alors, il a un réseau bien sûr de contacts très intéressant au point de vue de l'armée, au point de vue des CNRS, etc. Mais bon, je suis désolé, ils sont pas 10, ils doivent être 2 ou 3 à peine maximum. Il y a des collaborateurs extérieurs, mais de toute façon, avant de lancer une enquête, ça a un coût. Et puis, pour calculer le coût, il faut demander à la direction. Donc voilà pourquoi d'ailleurs on n'a pas de cas classé D depuis déjà un certain temps. Donc, voilà donc pour cet article du Parisien qui est excellent. Alors justement par rapport à cette histoire, nous allons revenir sur ce fameux article donc de Thibaut Canuti ici. Question OVNIPAN, Agora, la réponse condescendance et mensongère du gouvernement français. Alors, c'est écrit, c'était écrit le 12, ça a été publié donc le 12 octobre, nous sommes le 13 à l'enregistrement. Et donc, c'est signé, bien sûr, Thibaut Canuti, conservateur des bibliothèques, historien, etc. Et qui est une personne dont j'avais déjà parlé, j'avais déjà proposé le livre, et d'ailleurs, une personne dont j'avais rencontré il y a maintenant de nombreuses années, à l'époque de ces conférences sur la figure de l'extraterrestre au cinéma. Donc, voilà. Alors, l'excellent article, nous allons le voir ensemble, et vous allez voir, c'est vraiment un article détonnant qui est sourcé, parce que forcément, Thibaut Canuti, l'archivage, l'histoire, c'est son domaine. D'accord ? C'est pas le mien, moi c'est la communication, et lui c'est son domaine, l'archivage, il ne rate rien. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui a un regard extrêmement aiguisé, c'est son métier, forcément. Donc, on va voir ça tout de suite, et vous allez voir, c'est vraiment excellemment tourné. L'actuel gouvernement, ministère du Renouveau démocratique, a lancé une application en ligne Agora où les citoyens sont invités à poser toutes leurs questions. L'une d'entre elles, qui a recueilli cette semaine le plus de suffrages, bénéficiant, comme l'a noté le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, d'un lobby un peu suractif, je cite, bah oui, on se souvient, lobby un peu suractif. D'ailleurs, je l'avais noté sur X, lobby un peu suractif. Je me suis posé une question, groupe de pression, suractif, donc voilà, oui. À interroger l'État. Là, par contre, ça va le provoquer en termes de suractif maintenant, après ce qui s'est passé. Effectivement, ils vont être suractifs. Donc, à interroger l'État sur la politique relative aux ovnis et PAN. Voilà. Sur sa politique relative aux ovnis ou PAN pour phénomènes aérospatiaux identifiés, voici la question posée. Quelle est la position du gouvernement français sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés et quelles mesures compte-t-il prendre pour rattraper son retard législatif sur les USA ? Donc, il y avait eu la réponse. La réponse a été apportée donc le jour par le ministre de l'Industrie Roland Lescure, qui, après un refus poli du ministre de la Recherche et sans doute du ministre de l'économie Bruno Le Maire, a été sommé d'apporter la parole gouvernementale, la question spatiale étant rattachée à Bercy. Cette réponse réussit la prouesse d'être à la fois condescendante et mensongère. Bah oui, on l'a vu qu'elle était mensongère, ce qui n'était sans doute pas l'objectif poursuivi par le gouvernement en ouvrant un canal direct d'échange entre les citoyens et le gouvernement. Alors, on va passer bien sûr les commentaires du ministre Roland Lescure. Non, on va passer à Thibaut Canuti. Donc, non, monsieur le ministre, plus personne depuis un siècle ne suspecte les martiens d'être à l'origine des PAN. Et les alcooliques sont loin d'être majoritaires parmi les témoins d'OVNI, qui sont de toutes les couches sociales et toutes les qualités. On en a déjà parlé. Les observateurs d'OVNI, c'est toutes les couches sociales de la société. C'est du simple demandeur d'emploi jusqu'aux professeurs, scientifiques, pilotes, civils, militaires, cadres, très hauts cadres. C'est toutes les couches de la société. Et du point de vue culturel, c'est exactement pareil. C'est toutes les couches de la société. Il n'y a pas une couche différente d'une autre. Et puis, je suppose que, de toute façon, 99% des observateurs d'OVNI ne sont pas des alcooliques, déjà, loin de là. Et puis, beaucoup d'entre eux ne boivent pas d'alcool. Bonjour la stigmatisation, c'est vrai. Donc,
Si vous aviez pris vraiment la peine de vous renseigner sur ce sujet, ça c'est vrai, parce qu'en fait, il ne s'était pas renseigné, vous sauriez que le mouvement initié depuis 2017 par le New York Times réclame en effet la transparence de l'armée et des services de renseignement, mais pas seulement. Il s'agit aussi et surtout, oserais-je dire, d'un mouvement qui interroge le rapport des citoyens à leurs dirigeants. Donc, je le disais, relations démocratiques. Au lobby militaro-industriel, à la vérité opposée à la raison d'État, à la surclassification des données publiques, comme en France, et à la stigmatisation des témoins à laquelle vous contribuez par la teneur de votre réponse. Savez-vous, monsieur le ministre, que ce sujet que vous balayez d'une courte allocution a donné lieu en 1954, année d'une vague d'ovnis française et européenne unique, à des questions de 3 parlementaires à l'Assemblée nationale? Savez-vous le secrétaire d'État aux forces armées R avait alors répondu. Le personnel des bases et formations qui se trouvaient en présence d'une telle apparition doivent s'efforcer de photographier autant que possible, cinématographier le phénomène, ce qui n'a pu être fait à ce jour avec la netteté et l'authenticité désirable. Donc voilà, on prenait vraiment au sérieux la question. Une franche discussion avec votre homologue ministre des Armées aurait pu vous apprendre que des bureaux consacrés à l'étude et au recueil des observations d'OVNI ont pourtant bien existé, comme le CMOC. J'en parlais justement dans l'Afterficking, dans l'histoire de l'ufologie, du moins en France, des premiers organismes. Donc, section d'études des mystérieux objets célestes qui se vit attribuer des locaux au sein de l'état-major de l'armée de l'air, boulevard Victor à Paris, où se trouvait également sa tutelle administrative, le bureau scientifique R, qui deviendra plus tard le bureau de prospective et d'études. Saviez-vous que suite au rapport qu'il avait reçu de l'observation en 1954 de Tanarive à Madagascar, alors sous domination française, le cabinet militaire du général de Gaulle, Alain Pierre Fitt, ministre de la Recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, soutenu par l'activisme discret du physicien Yves Rocard, avait alors confié mission au colonel Jean-Luc Bruno, inspecteur général du commissariat à l'énergie atomique, CEA, de créer un groupe d'études et de recherche sur les ovnis. Ignorez-vous que l'état-major général des armées, le secrétariat général de la défense nationale SGDN ont toujours été destinataires des rapports d'OVNI, que ces entités prenaient tout à fait au sérieux? L'ensemble des dossiers militaires sont loin d'avoir été remis au CNES. Ça, je suis parfaitement d'accord, puisque je viens de le dire tout à l'heure, le CNES n'a qu'une partie en fait. Ça, je peux vous le dire, je peux d'ailleurs vous le garantir, noir sur blanc, ça c'est par rapport à une source, effectivement, ils ont les dossiers. Alors, vous ne vous inquiétez pas, les renseignements ne vont pas venir chez moi, mais effectivement, on a des éléments probants, donc de personnes qui confirment qu'effectivement, ils ont des données. Donc, lors de la création du GEPAN, et les exemples abondent de nombreuses observations par des services de l'État qui n'ont jamais été rendus publics. Tout à fait. Où sont les archives militaires consultables par les chercheurs concernant des cas comme celui en date du 7 septembre 1952 à Viung Tau, anciennement Cap Saint-Jacques dans le Vietnam, alors sous domination française, où un ancien sous-officier, Jacques Cresson, et ses camarades vont être témoins de l'observation d'une soucoupe volante, d'abord statique, puis filant à une vitesse incroyable. Que faites-vous du témoignage d'Edmond Campagnac, alors président du GEPA, groupement d'études des phénomènes aérospatiaux, témoignant ce que le bureau OVNI de l'armée lui avait été ouvert par l'entremise du ministre de la Recherche de l'époque, Gaston Poliski, et que le colonel qui le dirigeait lui avait montré des pièces d'un dossier sur une observation collective avec des dizaines de témoins en 1954 dans la région de Colmar, ayant donné lieu à une enquête fouillée. Où sont donc les archives relatives à l'observation en avril 1963 au Sahara par le journaliste Jean-Pierre Chapelle et une équipe de militaires et de techniciens sur la base du centre interarmé d'essais d'engins spéciaux d'Amagir d'un ovni filmé au ciné Théodolite durant de longues minutes. Alors, si vous vous rappelez, j'en avais parlé sur le Discord et j'en avais parlé sur Twitter à l'époque, enfin il y a un petit moment maintenant, de ce fameux film d'un objet se posant pratiquement sur une dune et filmé au ciné Théodolite ou caméra Théodolite et par l'armée française. Et en fait, effectivement, Jean-Pierre Chapelle, le grand journaliste Jean-Pierre Chapelle, avait essayé de chercher les éléments, et on lui avait dit en fait tout simplement que le film était détruit. Alors en taxonomie, si on vous dit que le film est détruit, c'est que le film a existé. Mais néanmoins, je ne crois pas que le film a été détruit, parce qu'il est totalement impossible qu'une donnée aussi sensible soit détruite par l'armée. Hein, d'accord ? Donc c'est-à-dire
les services de renseignement gardent les dossiers. Hein. Ça, faut pas vous inquiéter, ils les détruisent pas. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'on fait de la recherche, et puis c'est ce qu'on appelle des données sensibles. Donc voilà. Donc peut-on consulter les archives relatives à ce cas de décembre 1965 où des militaires en vol au-dessus de la zone militaire désertique de Colombe-Béchar en Algérie et à bord d'un appareil Nord Atlas vont faire l'observation d'un ovni en forme de soucoupe se déplaçant à une vitesse incompatible avec les aéronefs de l'époque et sans nul doute avec ceux d'aujourd'hui. Avez-vous pris connaissance des cas les plus significatifs de la vague d'OVNI du 5 novembre 90 ? En effet, pour revenir moi à la 5 novembre 90 par rapport aux éléments que j'ai, donc là c'est des éléments un peu plus confidentiels, c'est qu'en fait il y a un film qui était passé sur TF1 et on n'a pas réussi à retrouver le film qui a été diffusé sur TF1. Le film complet, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le film qui a été filmé montre un triangle, mais sauf que le triangle, il est immense. On voit en fait le côté, à côté gauche, la rentrée atmosphérique, mais au-dessus, on voit un triangle immense qui fait une rotation. Ce film était très long. Moi, je l'ai vu, ce film, à l'époque en direct. Sauf qu'on a essayé de le retrouver, on ne l'a pas retrouvé, et on a su, par une source bien informée qui est au centre du rapport Cometa, que les renseignements ont pris le film, tout simplement. Ils ont pris les 3/4 du rush et on en laissé un petit à TF1. Donc, où sont ces documents ? Et d'ailleurs, Thibaut Canuti, c'est très juste, où sont ces documents ? Où sont passés ces documents ? Où sont passés tous les rapports significatifs de la vague d'OVNI de 5 novembre 1990 ? Sachant que ce n'était pas qu'une rentrée atmosphérique. Aujourd'hui, nous le savons. Comment le gouvernement justifie le grand silence autour de la vague dite des Drovnis entre septembre 2014 et 2015, ou des ovnis qui vont être signalés au-dessus de la plupart des centrales nucléaires, mais au-dessus d'autres sites sensibles comme ceux de la firme Areva ou du CEA. Donc, commissariat aux énergies atomiques et aux énergies alternatives à Saclay, dans l'Essonne. Avez-vous rendu public les dossiers relatifs au survol de la centrale de Fessenheim par plusieurs aéronefs inconnus, de forme triangulaire, aux manœuvres erratiques le jeudi 24 mai 2018 à 22h40, tel que relaté par un jeune gendarme du peloton spécialisé de la protection de la gendarmerie, PSPG, au journaliste Jean-Claude Bourret ? Bah oui, où sont ces dossiers ? Nous demandons où sont ces dossiers. Et nous avons pratiquement la certitude, soit que le CNES est au courant, ou soit peut-être que le CNES n'est pas au courant, ou que le GIPAN n'est pas au courant de ce type de dossier, et que ces dossiers sont uniquement instruits par l'armée. C'est la question qu'il faut se poser. Ou, sous son secret défense, le GIPAN n'a pas le droit de divulguer ou de déclassifier sans autorisation ce type de document. Voilà. Donc, il faut réfléchir sur la question, sur la question de surclassification, comme on réfléchit sur la question de surclassification aux États-Unis. Avez-vous connaissance, monsieur le ministre, qu'en 1974, le ministre des Armées, Robert Galet, avait fait la déclaration suivante. Ce que je crois profondément, c'est qu'il faut adopter vis-à-vis de ce phénomène une attitude d'esprit extrêmement ouverte. Un certain nombre de progrès ont été réalisés dans l'humanité par le fait qu'on a cherché à expliquer l'inexplicable. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un but scientifique. Chercher à expliquer l'inexplicable. Or, dans ce phénomène aérien, ce phénomène visuel, je n'en dis pas plus, que l'on a rassemblé sous terme d'OVNI, il est certain qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et qui sont à l'heure actuelle relativement inexpliquées. Je dirais même qu'il est réfutable qu'il y ait des choses aujourd'hui qui sont inexpliquées ou mal expliquées. Alors, il y a des choses qui sont mal expliquées, effectivement, qui sont des choses relatives à des choses naturelles, à des choses astronomiques, par exemple, ou des méprises, voilà. Ça, c'est mal expliqué, là, je suis entièrement d'accord. Mais il déclarait quand même qu'il y avait des choses inexpliquées. Ce ministre très informé pensait-il vraiment, selon vous, que le phénomène était le fait d'alcooliques persuadés d'avoir vu les martiens ? Ah non, sûrement pas, surtout ce ministre-là. Saviez-vous qu'un an avant la création du GEPAN 76, l'association des anciens cadres et auditeurs de l'IHEDN, Institut des hautes études de défense nationale, club, entre guillemets, quasi-institutionnel d'anciens cadres de l'institution, avait élaboré une étude sur le problème OVNI, présidée par le général de brigade de gendarmerie, Jacques Richard. Témoignant de l'intérêt continu des militaires français pour cette question, les officiels y déclaraient notamment à propos de l'hypothèse extraterrestre qu'elle ne devait plus considérée comme ridicule. Comme on l'a vu d'ailleurs dans le rapport Cometa. Donc, avez-vous pris la connaissance, monsieur le ministre, du rapport Cometa ? Donc, on revient à Cometa, puisque moi j'en parle aussi dans ma vidéo concernant
ma réponse au gouvernement, issue de la même instance qui avait conclu à la réalité du phénomène accréditant, jusqu'aux rumeurs américaines de la rétro-ingénierie, comme en témoigne aujourd'hui un nombre toujours plus important de lanceurs d'alerte aux États-Unis, soutenus par des officiels et des journalistes d'investigation de premier plan, témoignant sous serment devant la Chambre des représentants et donnant lieu à des dispositifs législatifs, comme on l'a vu, avec par exemple l'amendement Schumer, sans précédent, visant à révéler l'activité des programmes secrets en lien avec les ovnis. Les fameux 3% du cas du GIPAN correspondant au pan de catégorie D, c'est-à-dire aux ovnis non identifiés après enquête, se situaient plutôt à 15% avant que le GIPAN et le grand nombre de ses collaborateurs ultra-rationalistes et sceptiques. Alors, je voudrais justement lancer un signal, et ça, je m'adresse tout de suite au GIPAN. Je vais le dire, je vais vraiment être franc, le GIPAN est totalement noyauté par un certain nombre de personnes sceptiques, ultra-rationalistes et proches de la zététique. Ça, c'est pas scientifique du tout. Ça n'a rien à voir avec la recherche. Parce que là, vous êtes aussi avec des croyants qui pensent que l'OVNI ne peut pas exister parce que ça n'existe pas. Nous avons parlé d'Abrassard, nous pouvons parler de Cousine. Là, je vous dis les noms, vous parlez de ces gens-là. Tous ces gens sont des sceptiques ultra-rationalistes et le GEPAN est totalement noyauté. Leur but est quoi ? Est de réduire au maximum le pourcentage de KD. Et peut-être que dans leur tête, mettre les cas de Trans-en-Provence, les cas de l'Amarante ou les cas de la F94 avec Jean-Charles Duboc, les mettre en B, en A ou en C. C'est totalement noyauté. Ce service est totalement noyauté par ces gens. Nous savons quels sont les collaborateurs qui travaillent actuellement avec le GEPAN. Il va falloir quand même qu'ils se remettent en question. Parce que qu'il n'y ait pas de croyants au sein du GEPAN extraterrestres ou de fanatiques d'OVNI, je suis d'accord. Mais qu'il n'y ait pas non plus, par esprit de neutralité, souci de neutralité, des gens ultra-rationalistes qui pensent tout de suite que le phénomène n'existe même pas. Il va falloir un moment que le GEPAN se pose des questions. Et l'ingénieur actuellement qui est en charge de ce service devrait plutôt y réfléchir. À moins qu'il soit lui-même un ultra-rationaliste. Donc, voilà, allez, reprenons. En tout état de cause, ce reliquat n'est pas non identifié car classé secret défense comme vous le laissez entendre. Voilà, donc je pense que personnellement, je suis entièrement d'accord avec Thibaut Canuti. C'est pas 3%. C'est pas 3% de KD. À l'époque de Jacques Patnais, on était à 25%. Ensuite, ça s'est réduit. Dans 2 ans, on est à 1%, si ça continue comme ça. Et tout passe après par la classification secret défense. En vérité, la politique avancée transparence dont vous faites état, monsieur le ministre, n'est qu'une vue de l'esprit, ça c'est clair. Les dossiers parcellaires disponibles à Vincennes occultent de nombreux cas enregistrés, photographiés, cinématographiés par l'armée française. On aimerait bien les avoir. C'est la conclusion de nombreux chercheurs sérieux qui s'appuient sur des faits. Il n'est possible de les consulter que sur rendez-vous, sans possibilité de les photocopier, sans mise à disposition en format numérique, comme c'est le cas aux États-Unis, justement, desquels nous aurions plutôt à nous inspirer. La France, patrie des libertés individuelles, ne s'honore pas d'une telle réponse à ses concitoyens et n'est en tout état de cause ni en avance ni transparente sur le sujet. Non, de toute façon, elle n'est pas en avance. Je l'ai déclaré, moi, dans ma réponse au gouvernement en vidéo que vous pouvez voir, elle n'est pas en avance. C'est un retard considérable et en plus entouré de sceptiques et d'ultra-rationalistes. Donc il y a un moment, il va falloir vraiment réfléchir et de repartir tout à zéro. Et elle n'est pas transparente non plus concernant la surclassification de données qu'il faut en fait obtenir ou du moins uniquement regarder sur rendez-vous. Voilà, parce que tout est classifié. C'est ça le problème, tout est classifié. La communauté des alcooliques, qui considère cette question comme étant potentiellement l'une des plus importantes qui soit posée à l'humanité, restera vigilante et mobilisée pour lutter contre le secret et la stigmatisation des témoins. Et ben ça, Thibaut Canuti, je peux te dire que nous veillerons. J'ai vu des internautes alors, il y en a un petit peu quand même qui s'imaginent qu'ils vont changer les choses uniquement sur X, sur Twitter.
Bon, ça m'a fait doucement sourire, parce que normalement, quand on connaît l'histoire du gouvernement français, l'histoire de l'armée française et les ovnis, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas parce qu'on va se mobiliser, même par milliers, au gouvernement français, que la DRM va déclasser du jour au lendemain ses dossiers. Non, 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 ni les renseignements. Là, il faut à un moment arrêter un petit peu de rêver non plus. Hein. Oui, on va obtenir des renseignements parce qu'on est tous ensemble. Non, ça se passe pas comme ça. Déjà, la seule association, je le rappelle encore une fois, la seule association qui a obtenu des documents de la direction des renseignements militaires, c'est l'association SOS OVNI, dirigée à l'époque par Perry Petrakis. Et ils ont obtenu 3 documents, uniquement, seulement 3 documents. Et c'était par des voies juridiques avec un avocat. Un avocat, ça coûte de l'argent, je le rappelle. Donc, il va falloir peut-être un jour réfléchir à une plateforme collaborative et puis instruire des dossiers au tribunal pour demander à la DRM de nous donner des documents qui sont classifiés, à la gendarmerie qui sont classifiés, ou à divers services de renseignement des documents classifiés. Pourquoi ? Parce que je suis désolé, mais le citoyen a le droit de savoir. Il a le droit de savoir. Le chercheur a le droit de savoir. De plus, ces données peuvent être utiles pour les scientifiques, pour les ingénieurs, pour les gens qui font de la recherche. Comme aux États-Unis. On est en phase de déclassification parce que la NASA veut instruire les dossiers, veut faire de la recherche. Donc, si on a besoin de matière, c'est le moment de déclassifier. Malheureusement, j'ai peur par rapport à ce que tout le monde dit là actuellement sur X, sur les réseaux sociaux. J'ai peur qu'il faille en venir par le tribunal, par un tribunal administratif, avec un avocat pour pouvoir demander de la déclassification de documents. Parce qu'ils ne lâcheront pas leurs documents comme ça. Alors, il ne faut pas en penser où j'y pense, c'est même pas la peine. Hein. Donc, de toute façon, ils n'ont pas une prérogative de déclassification, forcément. Donc, voilà pour cette histoire. En tout cas, cet article est excellent, c'est pour ça que je le présente et que je l'ai lu en direct. J'ai préféré justement parler de ça parce que c'était la réponse qu'il fallait faire. Moi, j'ai fait la mienne en vidéo, vous pouvez voir. C'est ma réponse. Je parle du Cometa, je parle des documents classifiés, etc. Je parle de démocratie entre sciences et société, ufologie, société, etc. Voilà, donc chacun donne son avis là-dessus, mais en tout cas, je peux dire, même si on a des points de vue parfois différents dans la perception des choses par rapport à des gens qui sont sur les réseaux sociaux, par rapport à certains chercheurs, même si on a tous des fois des points de vue un peu qui diffèrent, la démarche est la même. La démarche est savoir, avoir la matière pour savoir et instruire des dossiers, faire de la recherche, etc. Donc voilà, on va passer tout de suite à une autre news super sympa. Alors, c'est une news. Alors, c'est une initiative qui vient de François Schnell. Donc, chasse aux ovnis à l'ère numérique, OSINT et sciences citoyennes. Alors, OSINT, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'OSINT, c'est ce qu'on appelle l'open source intelligence. L'OSINT ou open source intelligence signifie en fait renseignement des sources ouvertes. Il s'agit d'une information accessible à tous et non classifiée. L'open source intelligence est un élément fondamental pour les opérations de renseignement. Alors, vous avez en fait l'aspect classifié et vous avez l'aspect ouverte, c'est-à-dire l'aspect ouverte au public. Alors, cette idée est à l'initiative que nous allons voir, à l'initiative donc de l'Université de Strasbourg, atelier chasse aux ovnis à l'ère numérique, OSINT et sciences citoyennes. Alors voici donc cette présentation. C'est une présentation qui durait 1h30. Voilà. Et puis ça parlait en fait, si vous voulez, d'utilisation à l'ère numérique, d'utilisation pour pouvoir avoir le maximum de données, si vous voulez, rassemblées, mais des données les plus fiables possibles. Donc voici en fait la page qui est open source je mettrai le lien que vous pouvez utiliser, qui vous cherchera, qui vous aidera à chercher justement donc des données. Voici donc l'OSINT et sciences citoyennes concernant les ovnis de François Schnell. Alors bravo à lui, c'est un petit message que je lui envoie. Pour moi, c'est la relation parfaite entre science et société, mais entre ufologie et société.
c'est vraiment la réponse dont en fait moi je me suis battu pendant des années. C'est la réponse qui va vers le citoyen. C'est ça. C'est la finalité. En fin de compte, ce qu'il présente, c'est la finalité de ce qu'on voudrait de l'ufologie. Donc, vous allez donc aller sur le lien que je vous donnerai, OVNISynth, et vous allez voir, vous avez les ateliers vidéo, vous avez l'atelier OSINT, donc qui est en source intelligente avec les outils et méthodes. Vous descendez, vous avez aussi les sites institutionnels. Là, on voit par exemple la HARO, on voit le CNES GEPAN, on voit la NASA. Alors, on aurait pu rajouter aussi des organismes, petit message, des organismes d'Amérique du Sud, puisqu'il y a un organisme officiel argentin. On aurait pu mettre par exemple un organisme argentin, rajouter aussi, et même un organisme brésilien. Donc, on a des projets de recherche. Là, vous pouvez aller en fait, et vous avez tous les liens pour voir tous les projets de recherche, les projets de la NASA, le projet Galileo. Vous avez les projets de la Sol Foundation, donc avec, alors là c'est uniquement le lien de la Sol, mais vous pourrez bien sûr aller sur le site de la scientifique, on va en parler tout à l'heure justement, la Scientific Coalition for UAP Studies, que je soutiens, puisque je soutiens cet organisme. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé aussi de renvoyer les données vers le citoyen, en passant aussi le citoyen, le politique, le scientifique. Donc il a vraiment une démarche démocratique entre ufologie, sciences et société. Et ça, c'est un organisme vraiment que je soutiens beaucoup, parce que ça va, moi, dans le sens de ma vision. Comme d'ailleurs le sens de la vision de François Chenel. Donc nous avons tout ça, nous avons pas mal de petites choses intéressantes, nous avons aussi des données par exemple qui peuvent être liées aux applications à utiliser comme Flight Radar, Stellarium. En fait, si vous voulez, ce qu'il propose, c'est tout un outil, c'est un outil numérique qui va vous guider. Donc ça va être extrêmement important si vous êtes un jeune chercheur ou même un chercheur aguerri, parce que moi ça m'a aidé. C'est pas parce que je m'intéresse au phénomène depuis des décennies que je vais bouder une initiative. Bien au contraire, surtout qu'en plus c'est une initiative numérique. Donc pour moi c'est vraiment indispensable. Pour moi c'est un outil. Il faut le voir comme un outil OSINT et sciences citoyennes. Donc vous aurez en fait toutes les choses nécessaires pour l'instant. Alors forcément tout n'est pas complet, parce que ça va encore plus grand que ça, mais vous avez déjà toute la base qui est intéressante, et vous avez en plus ces ateliers qui sont là. Donc là c'est tout à fait intéressant. Vous avez les diapos ateliers, vous avez les vidéos, donc la vidéo du 5 octobre 2023. Vraiment non mais c'est vraiment important, parce que c'est vraiment une initiative que l'on voudrait encore plus croître en fait sur le domaine numérique. En tout cas, pour vous en tant que passionné, c'est quasi indispensable, parce que j'ai fouillé, j'ai regardé en fait ce qu'ils proposaient, les liens, etc. C'est indispensable. C'est un outil. Si vous êtes en plus un jeune chercheur ou quelqu'un qui, par exemple, voudrait travailler, par exemple, sur une thèse, un doctorat ou sur un mémoire, pourquoi pas ? Alors là, c'est vraiment ce qu'il vous faut. En plus, c'est accessible, facile, c'est des liens par lien à chaque fois. Allez-y, donc bravo à François Chenel encore une fois pour vraiment ce travail vraiment excellent. Je vous invite en même temps à aller voir bien sûr sur le compte X, à vous abonner à François Chenel, donc n'hésitez pas. Voilà, donc voilà une personne compétente, voilà, qui nous apporte un petit peu d'énergie, ça fait vraiment du bien, et puis une belle initiative, voilà. Donc on va passer tout de suite à un autre article, alors un article tout à fait intéressant. Alors je crois que c'était Julie Dupont qui nous avait donné l'article. Des dizaines de rapports d'OVNI ont été faits à la police avec des pilotes qui ont repéré des objets dans les cockpits. Alors c'est sur donc le Mirror en Angleterre. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous dit ?
Plusieurs personnes ont signalé à la police des objets volants non identifiés dans les cieux, y compris des pilotes concernés. Avec des avions pleins de passagers. Alors je traduis un petit peu parce que c'est une traduction de Google. Alors ça date du 9 octobre, hein, c'est pas très vieux. Donc une demande de loi sur la liberté d'information a été adressée à la police des sexes pour lui demander des observations faites à partir de membres effrayés du public. Apparemment ils ont été effrayés. Plusieurs discours sur des lumières se déplaçant à grande vitesse, tandis que l'on dit qu'ils dansaient dans le ciel de la nuit, au-dessus de leur maison, également connu sous le nom de phénomène aérien non identifié. Il n'y a pas de réponse pour terminer ce qui était réellement ces observations bizarres. Cette observation a été faite par un pilote de la Ryanair voyageant à plus de 200 mètres qui a déclaré Ryanair sortait de l'aéroport de Stansted et était à une hauteur de 4000 pieds, un peu dessus de la Sainte Elizabeth Centre. Le pilote a vu un objet qu'il décrit comme noir. Il est passé au moins à 20 mètres de l'avion. Ah oui, il est vraiment très proche. Se déplaçant à 230 mph et l'objet se déplaçait du nord au sud. Ils ont dit qu'il s'agissait peut-être d'un drone, mais que l'équipement de surveillance des drones à l'aéroport ne l'avait pas en fait détecté. Hein. Donc pour la traduction, un autre rapport a été établi après que les 3 avions ont signalé avoir vu un objet près de leur avion en même temps. Le rapport étrange se lit comme suit. Incident placé sous forme d'OVNI, car 3 avions ont signalé un objet se trouvant à proximité. Le rapport de la tour des 2 avions ont signalé un objet à environ 500 pieds au-dessus d'eux alors qu'il arrivait à terre sur la piste 22, la plus proche étant à 20 km, approche de 2-3 miles. Lorsque leur système d'évitement de collision trafic les a alertés de quelque chose d'environ 500 pieds. Aucun des pilotes ne pouvait voir de quoi ils avaient l'air. Un autre rapport effrayant de la part d'un membre de la population a déclaré « Je voudrais signaler l'observation d'un objet volant non identifié. L'objet est apparu ovale et était de couleur métallique sans marquage et ou lumière apparent. Il n'y avait aucune caractéristique des avions conventionnels. L'objet voyageait d'ouest juste au sud de mon adresse en ligne droite et l'altitude était de l'ordre d'environ 100 pieds à tout moment comme une supposition. L'objet se déplaçait rapidement à travers le ciel en douceur, sans déviation de hauteur ou de direction et sans aucun effet de temps est la seule façon pour moi de décrire. Il se déplaçait trop vite pour un oiseau et n'était certainement pas un ballon qui est généralement affecté par le vent qui les faisait tourner ou tomber. Cela n'a pas été affecté par des soufflages légers, c'était une forme ovale, solide et silencieuse. Ce n'était pas un drone ou un modèle d'avion en raison de son vol. J'ai vu ça de l'intérieur de l'arrière de ma maison. Et puis, cet objet n'a pas laissé ma vue jusqu'à ce qu'il soit trop loin ou au loin et obscurci par une autre propriété. Je n'ai aucune explication quant à ce que pourrait être cet objet. Plus tôt ce mois-ci, un village écossais endormi a été nommé comme un point chaud pour les ovnis. Les observations bizarres ont été faites en Écosse depuis plusieurs années et les fameux triangles de Falkirk est un terrain de chasse populaire pour les chercheurs. Bonnybridge, près de la ville, est devenu célèbre pour ses objets inhabituels repérés dans son ciel, suscitant des appels à une recherche gouvernementale. Donc là, ils sont marqués sonde, mais c'est une recherche gouvernementale. Voici donc cet article très intéressant qui me fait poser certaines questions quand même sur ce qui se passe. C'est intéressant de pouvoir en fait tout simplement s'attarder sur des cas d'observation. Hein, ça change un petit peu, voilà. Et il y a toujours des observations, voilà. Ça n'arrête pas. Donc en plus cette observation-là, elle est solide. Hein. Donc on parle de pilotes civils. Hein. Donc là, ce n'est pas des alcooliques, voilà. Donc alors, on va passer bien sûr à une autre info, excusez-moi. Alors, on va reparler religion. Alors, vous en rappelez, on avait parlé religion, le point de vue de la religion là-dessus, vis-à-vis d'un article. Et puis, il y a un autre article, donc Christianity, The Inconvenient Christian Magazine, un magazine catholique. Et donc, encore une fois,
encore une fois, l'Église s'intéresse de plus en plus au sujet depuis, bien sûr, les événements qui ont défrayé la chronique, donc au mois de juillet, suite aux allégations de David Grosh, et puis bien sûr le témoignage sous serment aux États-Unis, suite bien sûr depuis 2017 aux articles du New York Times, etc. Enfin, depuis 2017, en fait, ça n'arrête pas. Donc, forcément, l'Église a son mot à dire. Et on en avait déjà parlé. Sachez que je cherche toujours une personne d'obédience judaïque, une personne d'obédience musulmane, une personne d'obédience catholique pour pouvoir faire une émission spéciale. Les phénomènes aériens non conventionnels sont-ils compatibles avec la foi? Donc si vous avez des personnes, bien sûr, pour l'instant, personne ne s'est manifesté, malheureusement. Et pour l'instant, cette émission ne pourra pas se faire si je n'ai pas ces personnes-là. Il me faut des personnes totalement indépendantes du Discord, totalement indépendantes de l'ufologie, en fait, tout simplement. Donc je voudrais en fait faire une émission spéciale qui va tourner autour de la philosophie, la religion et puis le phénomène ovni. Voilà, ça peut être très intéressant, ça peut déboucher sur des aspects conceptuels, des aspects philosophiques, sociologiques, etc. Donc, on va revenir à l'article de Christianity. Donc, pourquoi il est temps pour les chrétiens de prendre les ovnis au sérieux? Comme un haut fonctionnaire du gouvernement américain affirme qu'il existe des preuves tangibles, on va parler de David Grosh, le docteur Matthew Hatslett demande si la vie extraterrestre a été découverte, si elle devait saper votre foi chrétienne. En 1938, le réseau de radio américain CBS a diffusé le roman d'H.G. Wells, La guerre des mondes. Le script a été modifié pour apparaître en direct. Dernière nouvelle, cela semblait si réaliste que beaucoup d'éditeurs croyaient en fait que la Terre avait été envahie par les Martiens. C'est une fameuse émission qui avait créé la panique aux États-Unis. Ceux qui avaient manqué l'annonce initiale du programme, expliquant que ceux qui avaient suivi était une adaptation dramatique d'un roman de science-fiction bien connu, ont dû endurer 40 minutes de terreur avant la prochaine pause de la station. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire, mais contrairement à la tradition urbaine, les chercheurs se demandent si la diffusion a réellement conduit à une hystérie de masse. Il est probable que beaucoup d'auditeurs ont paniqué, mais la majorité savait probablement que c'était de la fiction. Et c'est logique. Après tout, les étrangers n'existent pas. Et personne avec une lueur d'intellect ne croirait en fait que des tels êtres visitaient la Terre. N'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. Prenons par exemple le docteur Gary Nolan, un professeur très respecté de l'université de Stanford. Il croit qu'il est absolument vrai qu'une forme de vie d'intelligence extraterrestre est là. Elle est depuis longtemps. Et il y a le docteur Avi Loeb, bien connu, un professeur accompli de Harvard, qui est à la recherche d'artefacts extraterrestres qui auraient déjà pénétré dans notre coin de la galaxie. Il y aura aussi un nombre croissant de responsables du gouvernement américain, avec une habilitation de sécurité de haut niveau, y compris le chef de la NASA, Bill Nelson, qui disent des choses plutôt ahurissantes sur les ovnis. Ahurissantes, non, des choses sensées, sauf que peut-être qu'ils se rendent compte de quelque chose. Maintenant connu sous le nom de UAP, donc phénomène anormaux non identifié. Plus récemment, le responsable américain du renseignement Grosh, qui a travaillé a donc déclaré toutes ces allégations. On pourrait penser que Grosh est devenu fou et qu'après une inspection minutieuse, ces affirmations pourraient être facilement rejetées. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Grosh a fait la une des journaux, etc. Ross Coulthard a pris les choses les plus intéressantes, etc. C'est là que ça devient intéressant. En raison des preuves qu'il a découvertes et en état d'urgence qu'il a reçu, Grosh a déposé une plainte officielle, sous peine de faux témoignages, auprès de l'inspecteur général de la communauté du renseignement. Ça, on l'avait vu. Donc l'inspecteur général a par la suite lancé sa propre enquête indépendante, en entretenant sous serment ceux qui travaillaient dans le cadre des programmes secrets de l'UAP. Voilà, les chrétiens ne devraient pas assimiler le fait d'être valorisés et d'être uniques. Alors voilà, ça y est, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc, Grosh a ensuite témoigné sous serment à propos de ses affirmations devant le comité du Congrès. Le Congrès le prend au sérieux. Grosh et d'autres ont été appelés à prendre la parole lors d'une audition publique au Congrès, dans le cadre d'une enquête de longue durée de l'UAP. L'année dernière, une loi a été adoptée pour permettre aux dénonciateurs de partager légalement toute information qu'ils pourraient avoir avec le Congrès sur la récupération matérielle de l'ingénierie inverse.
Lorsque la loi a été adoptée pour la première fois, je me suis demandé quelle preuve le Congrès avait vu pour justifier un langage aussi bizarre. Aujourd'hui, les pièces se rassemblent. Apparemment, Grosch et d'autres ont apporté la contribution à la loi. Bah oui, et ils ont apporté en fait une contribution au texte. Fait intéressant, cela semble être corroboré par le sénateur Marco Rubio, qui a récemment partagé avec d'autres dénonciateurs certains abus qui prétendent en fait avoir une connaissance directe du matériel de l'UAP. Alors des dénonciateurs, hein, donc qui ont une prétendue connaissance. C'était également adressé directement au Congrès. Donc la réponse chrétienne, voici. À la lumière de ces affirmations surprenantes, sans parler d'adroitement bizarre, comment les chrétiens devraient-ils agir? Premièrement, nous avons de très bonnes raisons d'être prudents. Il n'y a pas, et jamais, aucune preuve physique d'extraterrestres présentée pour une analyse publique, ce qui est vrai, ouverte et revue par les pairs. Il n'y a pas d'artisanat exposé, donc on n'a pas d'engin, ce qui est tout à fait vrai. Nous n'avons pas vu de corps, ce qui est tout à fait vrai. Rien d'autre part, nous ne pouvons ignorer le fait que des personnes hautement crédibles, avec des références irréprochables, font des sérieuses déclarations. Ceux-ci sont faits à grand prix pour leur réputation et ils semblent n'avoir que peu de raisons de mentir. En effet, en plus, mentir, c'est un risque. Hein. On l'a déjà vu. Mentir dans ce cas-là va pas vous rapporter gros. Vous risquez de prendre plutôt gros, jusqu'à 5 ans de prison, je crois. Il y a 60 ans, l'Institut du Brookings a conseillé la NASA sur les implications de la découverte de l'existence extraterrestre. Ils ont affirmé que la réponse du public à cette nouvelle dépendrait en grande partie de son contexte culturel, religieux et social. Je suis d'accord, mais avec une mise en garde. Ce n'est pas seulement que la religion d'une personne peut être le prisme à travers lequel l'existence extraterrestre est interprétée, c'est plutôt la perception de sa religion qui compte. La compréhension par une personne des données, qu'il s'agisse d'un film, d'un texte biblique ou d'un vaisseau extraterrestre atterrissant à l'abbaye de Westminster, passe par une grille complexe de présupposés. Par exemple, certains chrétiens pensent que l'existence extraterrestre est contraire à une vision biblique. On l'avait vu dans un article dans une UAP News. Mais ce genre d'arguments, tout en professant être basés sur la Bible, sont généralement fondés sur des présuppositions inutiles sur la Bible. Ils ont également tendance à interpréter les questions extraterrestres à la lumière d'un parti pris anthropocentrique, ça on l'avait déjà vu, ou centré sur l'homme, donc voilà, injustifié qui n'imagine pas comment un univers théocentrique, hein, c'est le mot, ou centré donc sur Dieu, laisserait place à l'existence extraterrestre. Tout cela fait que les interprétations se mettent derrière au mauvais pied, ce qui complique inutilement la question elle-même. Typiquement, les objections chrétiennes à l'existence de l'extraterrestre tournent autour de 3 points: biblique, anthropologique et sotériologique. Regardons de plus en détail. Je pense qu'ils ont voulu peut-être dire sociologique. Donc l'objection biblique. La Bible ne dit rien de extraterrestre, donc il n'existe pas. Cette idée commune dit que puisque la Bible est la source de vérité de l'Église, alors il aurait dit que l'extraterrestre existe, il existe réellement. La Bible ne dit rien de tel, donc il n'existe pas. Mais pourquoi supposez-vous que Dieu nous dira tous ses secrets? C'est vraiment intéressant comme article. Même s'il le voulait, pourquoi supposer qu'il utiliserait la Bible pour le faire? Ce serait une erreur, après tout, de penser que la Bible est une encyclopédie contenant les réponses de toutes les questions sur la réalité. En effet, la Bible, c'est pas l'encyclopédie galactique. Hein. Donc la Bible enseigne la théologie, pas la cosmologie, ce que je viens de dire. Si l'on voulait apprendre la théorie quantique des champs, par exemple, se tourner vers la Bible serait une idée terrible. Bah oui. Et si au lieu de cela, Dieu déterminerait qu'il valait mieux que nous découvrions une certaine vérité par rapport à une enquête rigoureuse, par opposition au dumping sur nous, en un seul coup, cette hypothèse a plus d'attrait tout au long de l'écriture. Les enfants de Dieu sont encouragés à rechercher
et à frapper, à utiliser la sagesse, la raison et le discernement. Si Dieu nous appelle à la recherche de la vérité spirituelle, pourquoi ne pas penser qu'il nous invite à faire la même pour la vérité scientifique? Il est vrai que la Bible ne mentionne pas l'extraterrestre, alors quoi? Il ne mentionne pas non plus les trous noirs, et ils sont là-bas. Effectivement, ils font l'analogie en fait entre la découverte donc de choses cosmologiques, de choses liées à l'astrophysique, mais toutes ces choses-là ne sont pas mentionnées dans la Bible. Alors, elles sont plus la chose scientifique, la chose astronomique est plus mentionnée dans le Coran. Il faudrait s'intéresser aussi au langage du Coran parce que il y a ce qu'on appelle l'omniscient. Donc, le tout, l'omniscient, c'est Dieu qui sait tout. Donc là, on est plus dans des rapports. Le rapport cosmologie est plus proche, par exemple, du Coran et que la cosmologie est plus proche est moins proche de la Bible, par exemple. C'est deux différences. Je ne sais pas pour le reste des écrits judaïques, mais c'est intéressant tout ça. L'objection anthropologique. L'existence en extraterrestre signifierait que les humains ne sont pas uniques. L'Écriture dit que l'humanité porte l'image de Dieu sur Terre en tant que gardien. Les humains sont donc profondément uniquement aimés par Dieu. L'existence de l'extraterrestre s'apprête-t-elle notre vocation à l'image? Et par conséquent, notre statut d'enfant bien-aimé de Dieu? Bah non. L'amour unique de Dieu pour l'humanité est enraciné dans la nature infinie. Ce n'est pas parce que son amour est répandu à travers l'univers qu'il sera dilué dans le processus, comme Nick Spencer l'a récemment fait remarquer lors d'un débat sur la science et la religion, sur le Big Conversation, donc la grande conversation. Les chrétiens ne devraient pas être évalués à être uniques. C'est un peu comme un enfant en bas âge que ses parents ramèneraient un nouveau-né à la maison, a-t-il déclaré, c'est-à-dire un retour en arrière. Depuis longtemps, vous avez eu l'intention de vos parents en solo dans la maison, et tout d'un seul coup, il y a cet horrible petit bébé. Mais un enfant en bas âge n'est pas aimé par leurs parents parce qu'ils sont seuls. Ils sont aimés simplement parce qu'ils sont aimés. Voilà, tout simplement. Donc, il faut regarder la conversation. Je pense avec The Big Conversation Show, ça doit être vraiment extrêmement intéressant. Donc, les civilisations d'extraterrestres ont-elles, dans leur propre vocation, appelé à montrer à la gloire de Dieu à leur manière unique? Peut-être. On ne peut pas savoir. Selon leur propre nature, on ne peut donc imaginer les possibilités à cet égard, et c'est le but. L'existence de l'extraterrestre ne représente pas une menace ontologique pour la vocation humaine, précisément, parce qu'il s'agit d'une vocation humaine. L'amour de Dieu seul garantit notre place dans l'univers. Alors ça, c'est l'article qui est basé bien sûr sur un site catholique. En fait, l'existence de l'extraterrestre, pour ne pas compliquer cette vérité, autant qui la compléterait. Après tout, la rencontre de l'altérité a un moyen d'accroître et d'humilier sa propre compréhension. Cela peut nous rappeler une vérité souvent oubliée. Être le centre de l'univers n'est pas une condition préalable pour être aimé de manière unique. Bah non, tout simplement. Donc vous avez l'objection sociologique, je pense, sotologique. L'évangile ne laisse pas place à l'existence d'été. La plupart des gens croient déjà en une longue liste d'intelligence non humaine, des anges aux éléphants. Après tout, il y a une analogie qu'on peut faire. À ceux qui réfuteraient, les chrétiens qui réfuteraient par exemple l'existence d'une entité non humaine d'outre-espace, il y a quand même une contradiction. C'est à propos des anges. Après tout, les anges sont des êtres célestes, sont des êtres qui viennent d'un autre univers. Ça peut être exactement la même chose. Je vous rappellerai, dans le cadre des phénomènes connexes, qu'il y a les apparitions mariales, qui sont par exemple vues comme des apparitions bibliques. Les apparitions bibliques, on l'a vu au Portugal, les fameuses grandes apparitions mariales, le soleil dansant, etc. Donc effectivement, il y a eu énormément quand même, en fin de compte, d'apparitions mariales qui sont en fait caractérisées par des ovnis. Et de nombre d'ufologues, de chercheurs, ont compris que c'était des ovnis. Alors, peut-être pas obligatoirement quelque chose de céleste, alors ça dépend sous quel angle on voit l'apparition mariale. Si vous êtes un chrétien convaincu, comme il s'est passé au Portugal, si vous êtes un chrétien convaincu, c'est l'apparition de la Vierge. L'apparition de la Vierge ou l'apparition
de Dieu ou l'apparition de Jésus, je ne sais pas, enfin, l'apparition d'une entité divine liée à l'Église catholique. Bon, à partir de là, vous allez l'interpréter sous votre croyance. Hein. Il faut savoir qu'il y a des observations, par exemple, d'OVNI, dans certaines sociétés qui se basent en fait sur des modes culturels, sont vues sous l'angle de la croyance, sous l'angle de divinité. Hein. On a un cas tout à fait conventionnel, simple. Il y a une tribu d'Amazonie qui pensait par exemple qu'un avion qui passait au-dessus de la tribu d'Amazonie, un cas très connu, ils pensaient en fait que c'était un dieu ailé ou un dieu maléfique. Donc en fait ils ont tiré, avec leurs arcs, ils ont tiré sur l'avion. Donc à partir de là, c'est par rapport à leur perception, à leur croyance, qu'ils ont cru voir un dieu. Voilà. Et ben, c'est exactement pareil pour les apparitions mariales. Donc, ce qui rejoint de toute façon cet article, que cet excellent article alors du docteur Matthew Halstead, donc, qui est professeur au Eternity Bible College en Californie. Il est titulaire d'un doctorat en herméneutique philosophique et études bibliques pour la London School of Theology. Hein, donc c'est comme du très haut niveau. Et l'auteur de son prochain livre, The End of the World, You Know What the Bible, dit vraiment qui parle de la fin des temps et pourquoi c'est une bonne nouvelle. Donc en fait, c'est extrêmement intéressant cet article. Personnellement, je vous conseille de lire si vous vous intéressez au rapport de l'Église. Alors là, on n'a que l'aspect pour l'instant de l'Église, mais qui en ce moment se pose beaucoup de questions sur ce qui est en train de se passer. Parce que nous rappelons que par exemple la Fondation Sol, nous avons lors de la grande conférence de la première grande conférence de la Fondation Sol, il y a Madame Pasulka qui est professeure en sciences et religions. Et nous devons avoir, comme je le disais récemment dans une Happy News, nous devons avoir absolument, comme d'ailleurs se posait l'American Scientific récemment, des spécialistes en sciences et religions. Nous devons avoir la question religieuse doit être aussi au centre, comme la question sociologique, comme la question anthropologique, ontologique. Ça, c'est une question très importante pour ce phénomène, parce que si on découvre que ce phénomène est une intelligence non humaine, si nous en avons la preuve, il va falloir sérieux se poser des questions sur la croyance et l'existence. Autant qu'aussi le monde musulman, autant que le monde judaïque devra se poser des questions sur quelque chose qui est non humain, qui n'appartient pas à cette planète. Alors ça va être une question iconoclaste pour certaines religions ou certaines philosophies, mais il va falloir se poser la question un moment, parce que sinon ils vont avoir un problème avec eux-mêmes. Voilà, donc ça laisse à réfléchir. Vous pouvez débattre si vous voulez dans les commentaires, vous pouvez donner votre perception. Peut-être que parmi vous il y a des gens qui sont croyants, peut-être croyants non pratiquants, mais vous pouvez donner toujours votre avis. C'est intéressant d'avoir cet avis, c'est important. Le sujet touche en fait tous les domaines de la société, de notre société, tous les domaines de notre humanité. Voilà. Allez, on va passer par un dernier article pour cette longue UAP News et ces longues lectures. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons passer rapidement, justement j'en parlais, de la CSU rapidement. C'est un tweet sur X. Donc de la Scientific Coalition for UAP Studies. Donc j'ai traduit. Alors c'est une bonne nouvelle, on peut dire cocorico, puisque la commission Sigma 2, une approche collaborative pour enquêter sur le l'UAP, sur l'UAP à l'AAPC 2023 de la CSU avec Luc Digny. Alors il y a une collaboration qui est en train de se faire avec Sigma, ça on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu d'ailleurs sur le site.
Et donc, nos amis de la SCU nous disent que la commission Sigma 2 est une commission technique de la 3AF française dédiée à l'investigation et à l'analyse des signalements de pan selon une méthodologie multidisciplinaire. Son équipe d'experts comprend des professionnels de l'aviation, l'ingénierie, physique, la défense aérienne, la détection, hier, de la foudre en boule, de la propulsion, de la psychologie. Cette approche permet de la commission d'étudier les phénomènes sous différents angles et d'identifier des explications potentielles grâce à des enquêtes scientifiques. Le mandat Sigma 2 s'articule autour de 5 tâches, donc la recherche de bases de données, des fichiers avec enquête internationale, inventaire des bases de données, étude des cas UAP, observation physique UAP. La présentation fournira un aperçu de la méthodologie de la commission pour analyser les observations de type de cas sur lesquels elle a enquêté. De plus, nous discuterons des collaborations de la commission avec d'autres organisations, tant au niveau national qu'international, notamment la SEFAA au Chili, on avait déjà parlé, le NARCAP, le fameux NARCAP qui enregistre bien sûr les nombreux rapports, témoignages de pilotes civils, voire aussi des fois militaires, et bien sûr la CSU aux États-Unis. Donc, vous pouvez voir là, ici présent, vous pouvez voir donc Luc Dini. Donc, ça dure 1 heure. 1 heure de présentation qui j'espère. Alors là, on le voit sur Twitter. Je ne sais pas s'il est sur YouTube, mais ça serait bien de le traduire parce que tout est en anglais. Alors pour ceux, c'est vrai qu'ils ne sont pas habitués, mais après, vous pouvez faire une traduction via micro, soit Google, soit ChatGPT. En fait, ça va vous retraduire par texte tout ce que dit Luc Dini. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment important, c'est encore une nouvelle initiative qui va plus vers la recherche scientifique, alors peut-être pas la recherche fondamentale, mais la recherche scientifique, l'enquête scientifique, voilà, qui nous donne une belle perspective. J'encourage bien sûr la SCU à continuer ainsi, bien sûr la Sigma 3AF, qui est une organisation très sérieuse. Voilà. Donc voilà pour cette petite news. Voilà, donc dernière news, c'est appeler les ovnis ou appeler les scientifiques ont besoin de meilleures données. Alors voici cette news aussi tout à fait intéressante. On va terminer par celle-ci parce qu'on a déjà dépassé 1h15, mais c'est une grande news, il fallait parler de beaucoup de choses. Donc les scientifiques ne devraient pas avoir peur de parler ou même d'étudier les mystérieux objets volants dans le ciel. Peut-être on ne les appelle pas OVNI. Alors ça date du 8 octobre 2023, donc c'est pas vieux. C'est l'une des conclusions d'une table ronde ce week-end à la Science Writer 2023, un rassemblement annuel d'une centaine de journalistes scientifiques et de communicateurs de tout pays et d'étrangers. TU Boulder et le campus médical de l'université de Haute-Chute ont accueilli des événements cette année. Donc samedi matin, la conférence portait sur les phénomènes anormaux non identifiés. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde en ce moment? Vous avez vu ce qui est en train de se passer? Partout, ça, on en parle de partout. Des grands organismes, des universités, des campus, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et il commence, l'OVNI scientifique, je lis, il est en train de naître. Il est en train de naître. C'est encore une nouvelle initiative, avec encore des gens de très haut niveau. Donc, samedi matin, la conférence portait sur des phénomènes anormaux non identifiés. Un nom relativement nouveau jour pour les étrangers qui zooment à travers des instruments, des ions de chasse, des lumières clignotantes au milieu des étoiles. Au cours d'une séance intitulée « Regardez lever dans le ciel », ce n'est pas un ovni, c'est un UAP. Un panel de journalistes et de scientifiques s'est-il attaqué à la question délicate. Comment les scientifiques sérieux devraient-ils aborder un sujet qui pendant des décennies a été le but de tant de blagues? Très bien. Travail donc de discrimination de ce qui est parasitaire. Donc on parlait de l'article de Libération, de la Dépêche, de l'Opinion, etc. Les nombreux articles de journalistes. Récemment, même Euronews a complètement moqué directement par des images. La chaîne Euronews a moqué officiellement par des images la NASA, alors que la NASA c'est un organisme tout à fait sérieux, me semble-t-il. Il n'y a pas plus sérieux que la NASA. Et donc, là, on voit tout le travail qui est en train de se faire du point de vue de la communication, du langage pour officialiser en fait le fait, par le fait scientifique, officialiser la parole qui, bien sûr, va rassurer le politique.
Le groupe a obtenu le sujet le plus évident de la manière plus évidente. Les ovnis ne sont presque certainement pas des visiteurs étrangers, presque pas. Presque. L'écrivain éditeur d'OVNI, Mick West, qui a rejoint la session à distance. Parmi les autres panélistes, Mick West, il commence un petit peu à s'adoucir. Hein. Il commence à s'adoucir quand même. Un petit peu, j'ai remarqué. Parmi les autres panélistes, citons les modérateurs Don Vergano, éditeur principal de la Scientific American, Nadia Drake, éditeur de physique pour le magazine Quanta, et Thomas Subunshine, directeur de ETH Zurich Space et ancien administrateur associé pour la science à la NASA. Mais cela ne signifie pas que des chercheurs ne devraient pas les étudier de plus près, ont convenu les intervenants. Derrière tout cela, il y a une contribution vraiment importante à apporter à la communauté scientifique et de la communauté des communications scientifiques, a déclaré Boyd. En 2022, la NASA a convoqué une équipe d'études indépendante pour commencer. Là, on a vu le rapport. Aller au fond des observations, quelle que soit leur cause, pour aider les gouvernements à garder les avions militaires ou commerciaux en sécurité, ont déclaré les panélistes. Donc, c'est un sujet important. J'en parle justement dans ma réponse au gouvernement en ce qui concerne la sécurité des voies aériennes. Le PAI pourrait également amener les scientifiques à découvrir des nouveaux phénomènes naturels, mais bien sûr, je parlais de recherche analytique, conceptuelle, voire technologique. Mais bien sûr qu'il faut s'y intéresser, quoi que c'est, qui n'avait jamais vu auparavant. Il n'avait connu auparavant du point de vue scientifique, de nouveaux phénomènes. Comme le dit Drake, un auteur du rapport de la NASA, quand quelque chose est stigmatisé, cela entrave vraiment la collecte de données de sorte que vous n'obtenez pas de type d'observation qui vont être utiles. C'est exactement ce que j'ai dit encore dans ma réponse au gouvernement. Si vous stigmatisez les témoins, ils ne vont pas témoigner. Si vous stigmatisez un pilote civil, militaire, ou un observateur de qualité au sol, il ne témoignera pas. C'est un problème de stigmatisation. Et les journalistes français, mais aussi les journalistes américains, ne l'ont pas compris. Il ne faut pas stigmatiser parce qu'on a besoin d'observateurs et des observateurs de qualité. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas pilote civil ou militaire n'est pas de qualité. Hein. Je ne dis pas ça, parce que une observation très fiable pourra être vue par un boulanger, un pâtissier, un maçon, quelqu'un qui travaille la nuit, un agent de sécurité. C'est pas un problème. Mais c'est vrai que des observateurs de qualité ou des observateurs assermentés, on a besoin aussi de ces substances-là. Alors, ça ne veut pas dire que le citoyen lambda n'a pas de qualité. Attention, pas de discrimination non plus dans les témoins hein, par rapport au niveau et classement dans la société. Hein, pas de ça. Hein. D'accord. Donc, parce que moi, j'ai vu des témoins des fois plus crédibles que ceux qui étaient super diplômés. Hein. Donc, ça, je peux vous le dire. Donc, l'éléphant Donc, l'éléphant dans la pièce. Donc, il y a de bonnes raisons de collecter des données, a déclaré Boyd. C'est en partie parce qu'il y a beaucoup d'objets fabriqués par l'homme qui voient dans le ciel à tout moment. Et les gouvernements ne savent pas toujours qui ils sont. Ils comprennent des drones, des ballons à haute altitude et plus encore. Il a souligné le cas d'un ballon chinois qui flottait au-dessus d'Alaska. Oui, mais alors pas tous, parce que d'autres sont déclarés toujours UAP. Hein. D'une grande partie des États-Unis au début 2023, alors qu'ils ne soient finalement abattus par les États-Unis, forcés aériennes. Oui, mais là, c'était pas un ballon, parce que pour l'instant, ils sont toujours déclarés UAP. Donc, à une époque des tensions renforcées au niveau international, les dirigeants doivent prendre des décisions difficiles. Est-ce qu'on tire cette chose? Est-ce qu'on la laisse survoler sur les États-Unis? C'est-à-dire, est-ce qu'on tire sur la chose, on la bat, on la laisse survoler au-dessus du pays? Les pilotes militaires doivent faire des choix encore plus rapides et potentiellement plus dangereux s'ils rencontrent quelque chose d'étrange sur leur chemin. Ils parlent toujours d'étrangeté, c'est bien. Donc les panélistes ont noté que pendant des décennies, les scientifiques se sont abstenus d'explorer les UAP. Oui, on peut renvoyer, oui, c'est vrai, mais alors particulièrement en France. Donc, dans le monde, c'est clair, mais en France aussi. Hein. On attend toujours l'Académie des sciences. Bref. Dépêchez-vous, parce ils sont en train d'aller plus vite. Voilà, c'est un petit message que je lance. Hein, si jamais quelqu'un connaît quelqu'un de l'Académie des sciences. Donc, en partie en raison de leur association populaire avec de leurs petits hommes verts et des soucoupes volantes. Donc, la fameuse stigmatisation. Mais au moins, Surbutchen espère que les chercheurs pourront commencer à se débarrasser de cette stigmatisation. J'espère, mais pour l'instant, on a un problème avec le gouvernement français. Si vous pouvez intervenir, merci. Il y a un certain nombre de choses qui étaient des UAP qui sont maintenant un phénomène scientifique.
bien connu, parce que quelqu'un a en fait dit ouais, ces nuages sont vraiment l'air bizarre que c'était passé là-bas. Donc des nuages étranges, hein, par exemple, une nouvelle forme de nuage. Ça peut être un UAP qui est pris pour un nuage, parce qu'on a eu par exemple le cas de la FK de 1994, où par exemple le phénomène qui était marron, orange, marron, sombre, a disparu comme de la vapeur, hein, mais alors que c'était vraiment un vrai phénomène. Et donc on ne sait pas ce que c'est. Donc dans de nombreux cas, les chercheurs ont lutté pour étudier ces phénomènes parce qu'ils ne peuvent pas mettre la main sur des observateurs de haute qualité, a déclaré Drake. Dans le rapport de la NASA, elle et ses collègues ont noté que les chercheurs ont peut-être déjà accès à un trésor de données de premier ordre. Les scientifiques, par exemple, pourraient utiliser de nombreux satellites scientifiques qui font le tour de la planète pour rechercher des événements inexpliqués dans l'atmosphère. Ils ont juste besoin de mieux définir ce qu'ils recherchent. Oui, il faut recalibrer en fait, tout simplement. Nous avons également suggéré une sorte de campagne scientifique citoyenne, c'est vraiment des initiatives, hein, a déclaré M. Drake. Alors, exploiter réellement la puissance de toutes ces personnes, avec tous ces smartphones, pourrait trouver un moyen de faire des rapports, de les mettre dans un système, de l'inclure dans des métadonnées qui peuvent être vraiment utiles pour déterminer ce que sont les choses. Donc, participation citoyenne aux scientifiques. Ah bah, sciences et société, bah, c'est parfait. Voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs j'esquisse un sourire. Parce que c'est parfait. Science et société. Faisons participer le citoyen à la recherche des phénomènes anormaux non identifiés. Boyd, à son tour, a déclaré qu'il aimerait voir des catalogues plus complexes et faciles d'accès des observations UAP de cette façon. Ça, faut demander à l'armée. Si un spectateur capture une vidéo de lumière étrange au-dessus de la Terre, les chercheurs peuvent rapidement dire si ces lumières ressemblent à un nouveau phénomène ou peuvent être facilement qui peut être facilement expliqué. Il a également exhorté les écrivains scientifiques réunis à ne pas céder au sensationnalisme autour des ovnis. Oui, en fait, bah oui, non, mais il y a un paradoxe parce que si il faut exhorter les écrivains, les scientifiques réunis à ne pas céder au sensationnalisme autour des ovnis, c'est qu'il faut déjà à la base discriminer ce que je disais, ce qui est parasitaire. Donc l'ordre du sensationnalisme, et puis bannir la dérision. Donc il faut exhorter les journalistes, écrivains, scientifiques ou journalistes scientifiques à se dire ok, c'est un phénomène, on ne sait pas ce que c'est. On laisse parler d'un côté un peu les ufologues qui ont des hypothèses toutes faites ou des croyants entre guillemets qui ont des hypothèses toutes faites, qui ont leur vérité, on les laisse un peu de côté. Ils parlent entre eux, c'est très bien, mais nous, on va s'intéresser aux faits, hein, aux phénomènes aérospatiaux non identifiés ou anomalies aériennes non conventionnelles, moi pour ma terminologie. Donc, il faut essayer de ne pas tomber dans ce sensationnalisme, justement, souvent exhorté dans les réseaux sociaux. Hein. Ça, je vous rassure, parce que sensationnalisme, si il est pris sous l'angle de la dérision chez les médias, il y a quand même à l'intérieur de l'ufologie et de la web-ufologie une forme de sensationnalisme qui est cultivée. Quand on regarde certaines chaînes YouTube, excusez-moi, je vais être encore critique et ça va pas plaire, mais personnellement, c'est du sensationnalisme, c'est de la croyance, hein. C'est du système de croyance. On a le scientifique, là, on voit vraiment une vraie approche scientifique, une vraie approche analytique pour la recherche du phénomène, c'est complètement en dehors de ça, en dehors de ce qui se fait sur YouTube, en dehors de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. On est d'accord. Donc là, ils en parlent d'une manière agnostique, c'est-à-dire plutôt mon approche, en fait. Donc c'est essentiel pour votre communauté de s'assurer que quand il y a des histoires qui ont un élément scientifique pour elles, que la vraie science est enregistrée, a déclaré Boyd. Voilà pour cet excellent article de l'Université du Colorado. Voilà. Donc, appelez les ovnis UAP, les scientifiques ont besoin de meilleures données. Donc, je lisais, et ça sera mes dernières paroles, je lisais, le scientifique a besoin de matière. Et quand il a de la matière, il peut explorer la matière, étudier la matière, tester la matière, etc. Proposer des hypothèses, etc. Si le scientifique s'y intéresse, le média va répercuter ce que le scientifique fait. Une fois que le média aura attrapé ce que je dis souvent, ce fameux neurone qui lui manque pour le garantir le fait, hein, le fait sérieux,
une fois qu'il aura greffé grâce aux scientifiques, le politique pourra en parler et n'aura plus peur d'en parler, puisqu'on l'a vu au sein du gouvernement français, ils se sont refilés, comme on dit, la patate chaude. Et donc, il sera rassuré parce que le média, cette fois-ci, ne tournera plus en dérision le petit homme vert, la soucoupe volante, les trolls, les escouades, comme j'ai vu sur Libération, les espèces d'escouades de fanatiques d'OVNI ou je ne sais quoi. Eh ben, ça sera mis sous l'angle du sérieux, sous l'angle scientifique, et là on se dira, bah non, la science, dans sa généralité, le monde scientifique s'y intéresse. Bon, bah maintenant le politique pourra en parler, il peut même prendre des décisions concernant des investissements, de nouvelles idées, faire participer le citoyen à cette question. Pour le politique, c'est intéressant. Je lance justement un appel aux politiques, aux députés, aux sénateurs, pour justement créer des groupes pour pouvoir écouter le citoyen sur cette question, parce que c'est une question scientifique, c'est une question de société. Voilà pour ces belles paroles. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.